BFM Business, le focus de Tech Co. On parle de cette méga usine qui fabriquera des batteries pour les Tesla existantes et les futures Tesla, ces voitures électriques qui s'arrachent, qui au départ coûtaient autour de 100 000 $ et dont les prix ne vont cesser de chuter. Et là, on s'adresse carrément au grand public, bientôt au grand public, autour de 35-40 000 $. Après subvention, on en parle avec nos invités ce soir, le directeur Europe de Panasonic, le géant japonais, Laurent Abadi. Bonsoir Laurent Abadi. Bonsoir. Bienvenue aussi à Ludovic Bu, vous êtes sociologue, spécialiste de toutes ces questions de transport, de mobilité. Ludovic, bonsoir. Et je salue Frédéric Bianchi de la rédaction de bfmbusiness.com. Bonsoir. Frédéric. C'est quoi alors, en deux mots cette méga usine? Comment tu la perçois? Ça fait des mois qu'on en parle, mais là ça y est, en fait elle est déjà sortie de terre, mais pas encore inaugurée. Voilà, elle n'est pas encore inaugurée. Alors comment on l'aperçoit? C'est le plus gros projet industriel quasiment de l'histoire de l'Amérique. On parle d'un site de production de quasiment 1 million de mètres carrés, c'est-à-dire on pourrait y mettre 130 terrains de foot, donc c'est quelque chose d'assez colossal. Alors il y a plus grand aux États-Unis, je crois qu'il y a une usine Boeing qui est plus grande, mais c'est un projet qui fascine l'Amérique parce que c'est la réindustrialisation du pays. On sait que depuis quelques années, l'industrie, les grands de la tech vont faire produire leurs appareils en Chine, en Inde, même maintenant. Et donc là, Elon Musk arrive en disant moi, je vais fabriquer aux États-Unis, je vais fabriquer mes automobiles. Il fabrique déjà en Californie dans une ancienne usine Toyota qu'il a racheté il y a quelques années. Et là, donc, il va produire le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre des voitures électriques, c'est les batteries. C'est où? Faut savoir. Rappelle-nous. C'est dans le désert du Nevada. Oui. Donc, voilà, il aime bien, près de Las Vegas. Là, c'est déjà où il a fait ses tests sur. Pourquoi le désert aussi? Hyperloop. Il sera alimenté par des milliers de panneaux solaires. Et donc, dans le désert, il y a plus de soleil qu'à Seattle, par exemple. Voilà. Un peu la Saint-Malo de la côte. Et donc, la batterie électrique, c'est le nerf de la guerre parce que ça représente à peu près 30 000 $ sur le prix d'une automobile qui est vendue 70 000, donc c'est quasiment la moitié. Et Elon Musk veut maîtriser sa production, son processus industriel pour faire baisser les prix, on en parlera après, et c'est associé pour ça avec le leader mondial des batteries qui est Panasonic. Il maîtrise oui et non, donc s'il s'associe encore avec vous, Laurent Abadi, c'est que il a besoin justement de fournisseurs de batteries. Frédéric le rappelle à juste titre, vous faites encore quasiment la moitié de la valeur ajoutée de cette voiture, c'est considérable. Oui, là on est sur un changement d'échelle. En fait, l'objectif de cette énorme usine, c'est de produire le modèle 3, qui va être à la moitié du prix des modèles précédents. Quoi, 37 000, c'est ça? Oui. Avant ou après subvention? J'ai eu un doute en le disant. Avant subvention. Avant subvention, oui. D'accord. Et donc la batterie est l'élément majeur, central de ce projet. Donc l'objet sur le modèle 3, c'est d'arriver à produire une batterie qui soit à peu près la moitié du prix des batteries précédentes. Et pour ça, il y a deux axes. Il y a un axe volume et il y a un axe technologie. Donc les volumes vont être très importants. Cette usine à terme va produire 3 fois plus de l'ensemble de la production actuelle de batteries lithium-ion au niveau mondial. 3 fois plus. D'accord. Donc c'est monumental globalement. Et en plus, il y a un deuxième élément qui est la technologie. Donc on utilise une nouvelle génération de batterie qui est toujours une batterie cylindrique mais avec un taux de densité beaucoup plus important. Vous avez une petite avec vous là, on dirait une grosse pile LR6 quoi. Ça c'est la batterie qui équipe le modèle S et le modèle X que l'on fabrique. Il y en a combien dans une modèle S? Il y en a 6000. 6000 comme ça? Oui, 6000. Ça pèse combien? Lourd. C'est assez lourd. 6000, oui. Oui. Okay. Mais elle n'est pas très haute. Donc en fait, elle équipe toute la base du véhicule. Donc sur le modèle 3, on aura une nouvelle génération de batteries. Elle sera un petit peu plus grande, mais surtout plus performante. Et Panasonic donc fournit tout l'équipement de cette production. Et on utilise nos ingénieurs qui vont être dans l'usine du Nevada. Frédéric. Oui, Tesla fait le calcul inverse en fait des autres fabricants automobiles qui font de la voiture électrique, ou on pense à Renault ou à d'autres, qui eux veulent vendre énormément de voitures pour faire baisser le prix. Tesla et Elon Musk font le pari inverse en disant non, nous ce qu'on veut c'est produire des batteries en masse afin de faire baisser le prix. Pour faire baisser le prix de la voiture, ils en vendent beaucoup. Donc c'est vraiment un pari, parce que c'est un investissement colossal de 5 milliards. Alors Panasonic y participe aussi. Mais c'est le seul qui a cette stratégie-là, bien que Volkswagen maintenant je crois, a évoqué l'idée de construire une gigafactory peut-être encore plus grande que celle-là. Donc un choc d'offres. En tout cas, voilà. Ouais. C'est le marché. Qui veut contrôler la voiture électrique doit maîtriser la chaîne de production de la batterie. Et c'est ce que fait Elon Musk.
Bon, comment vous regardez cela, Ludovic Bu, sociologue? C'est vrai qu'on a un jeune groupe, Tesla, c'est en bourse depuis début des années 2000, je dirais. Ça vaut maintenant, Tesla Motors, ça vaut 32 milliards de dollars. Ça valait un peu plus d'ailleurs. Il y a eu une petite consolidation parce que c'est emmené dans les valeurs tech et on se pose des questions sur Apple et d'autres. Et donc Tesla est emporté par ça. 32 milliards, c'est deux bons tiers de la capi de GM, General Motors. En fait, ce qui est intéressant dans le modèle Tesla, c'est qu'il part, ce qui est en train de se passer là, c'est qu'il part d'un enjeu de niche, avec la première voiture produite à quelques dizaines de milliers d'exemplaires et vraiment destinée à quelques rares acheteurs. Et aujourd'hui, avec ce projet-là, mais avec le fait qu'il a déjà 400 000 commandes, il commence à rentrer, vous le disiez à l'instant, dans l'industrialisation. Mais avec une spécificité par rapport aux autres constructeurs, c'est que lui, il fait que des voitures électriques. Et donc, il y a un pari industriel, qui est non seulement cette réindustrialisation des États-Unis ou d'autres pays qui effectivement voient leur industrie partir, mais aussi toute une question sur l'ensemble de la chaîne de production et l'ensemble de la chaîne de fourniture de l'énergie à ses acheteurs. Parce qu'avoir une voiture électrique, c'est d'ailleurs un des principaux freins à l'usage aujourd'hui. Quand vous voulez la recharger, il n'y a pas de lieu pour la recharger. Et donc ces projets de construire des bornes le long des autoroutes partout en Europe et aux États-Unis, ces projets de fournir des batteries qu'on mettrait dans nos maisons pour pouvoir sortir du réseau électrique traditionnel, etc., tout ça crée une dynamique industrielle qui est unique, à mes yeux, au monde. Et donc il y a un pari industriel qu'il y a 5 ou 10 ans, on n'aurait pas misé un centime dessus parce qu'on disait, bon, il va faire des voitures pour les riches. Et voilà, aujourd'hui, il est en train de se positionner sur une question de distribution d'énergie, la voiture étant un moyen de distribuer de l'énergie. Et il reproduit aussi un petit peu ce qu'avait fait Steve Jobs, c'est-à-dire qu'au début on est sur des early adopters, c'est à la mode, c'est cher et tout ça, et après c'est massif, tout le monde en veut, on fait la queue, là vous parlez de 400 000, c'est un truc de dingue. Au début Tesla c'était pour les types dans la Silicon Valley et les stars du cinéma, quoi, c'est tout. Mais c'est la vraie question aujourd'hui, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que sa capitalisation boursière, sa valorisation boursière a un peu diminué, c'est que c'est un pari beaucoup plus risqué que ceux qu'il a menés jusqu'à présent en matière de voitures, d'énergie, etc. Et s'il le réussit, c'est jackpot, mais c'est un pari vraiment très dangereux, parce qu'il rentre sur un modèle économique qui n'est pas celui qu'il avait jusqu'auparavant, et donc il est en train de faire changer d'échelle et donc de métier à son industrie. Vous faites non de la tête, Laurent Abadie. Pourquoi c'est pas si dangereux? Vous allez l'aider à réagir. Mais... Les vents sont devenus favorables. En fait, la pression aujourd'hui sur la réduction des gaz à effet de serre, des émissions de CO2, les problèmes avec le diesel, tout ça apporte un vent qui pousse. On a vu le Qashqai ce matin, là, interdit par la Corée. Qashqai Nissan, qui est le plus gros blockbuster depuis 10 ans en Europe et partout, interdit par la Corée, qui attaque d'ailleurs Nissan. On rentre dans un cycle d'électrification de la société. C'est un nouveau cycle qui arrive, qui va toucher l'automobile, qui va toucher tous les secteurs. C'est le seul moyen pour l'ensemble des industriels et des particuliers de vraiment changer la société et réduire l'impact sur l'environnement. Il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui. Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce que du puits à la roue, je ne sais pas qui a la réponse autour de cette table, mais du puits à la roue, comme on dit souvent dans le secteur auto, là, est-ce que c'est si rentable que ça, si on fait 1000 ou 2000 km par an? Les batteries par rapport à l'essence. 1000 à 2000 km par an, n'achetez pas une voiture. Parce que là, louez-la une fois de temps en temps. Allez, 5000, je vous la fais à 5000. En deçà les Français font 10 000, ça veut dire qu'il y en a qui font. Et justement, c'est bien le problème. C'est en deçà de 15 000. Alors pour les véhicules électriques, je ne connais pas le calcul, mais en deçà de 15 000 km par an, c'est pas la peine d'acheter une voiture. Louez-la, ça coûtera beaucoup moins cher. 3/4 des Français font moins de 15 000. Hein. C'est un mauvais calcul parce que les Français, comme tous les autres d'ailleurs, calculent le coût d'usage, ils oublient le coût d'amortissement, le coût d'achat, le coût de dégradation de la valeur, etc., etc. Bon. Mais là, on parlait d'environnement, pollution de l'air. Moi, je disais que c'est un pari risqué, parce que je rejoins Laurent Abadie sur le fait que, oui, la question de la pollution devient une question prégnante. On le voit à Paris avec l'interdiction des véhicules plus vieux que 1997, si mes souvenirs sont exacts. Mais il y a un deuxième glissement qui est en train de se passer sur l'usage des véhicules, qui sont de plus en plus partagés. Et il y a une deuxième question qui est la démotorisation, enfin qui va avec, qui est la démotorisation des foyers où on a de moins en moins, certains foyers en ont de plus en plus et d'autres en ont de moins en moins. Et donc la question c'est l'équilibre. Est-ce que on va vendre autant de voitures avec des usages différenciés ou est-ce que des systèmes de covoiturage, d'autopartage, de voitures à la demande, de taxi ou de Uber ou ce genre de choses
vont faire que le nombre de voitures à vendre va drastiquement diminuer, et auquel cas c'est un pari risqué. Mais c'est un mélange des deux, et donc c'est effectivement un pari. Voilà. Et comme tout pari, il est risqué. Oui, c'est un pari technologique parce que si on sait que le moteur thermique est condamné à court ou moyen terme, au moins dans les villes, on devra couper son moteur. C'est le pari notamment d'un Valeo, je crois. Non, mais ça c'est 5 à 10 ans. Les législations vont certainement évoluer, et puis la transition technologique va se faire. On ne savait pas jusqu'à il y a encore quelques mois quelle technologie allait s'imposer. Il y avait la pile à combustible dont on parlait beaucoup, la pile à hydrogène, qui promettait d'avoir des meilleurs rendements que la batterie lithium-ion, qui est la technologie sur laquelle Paris Tesla est aujourd'hui l'industrie automobile, et sur laquelle Tesla met 5 milliards pour construire une usine. Si finalement cette technologie ne progresse plus, s'il s'avère que les batteries, aujourd'hui l'autonomie est encore un peu limitée, on parle de 300 à 500 km, la pile à combustible ce serait davantage, ce serait plutôt 800, enfin ce serait comme les moteurs thermiques aujourd'hui. Donc on ne sait pas encore quelle sera la technologie de la voiture de demain. Est-ce qu'il y en aura plusieurs? A priori non. Sur l'énergie, on est plutôt sur une seule technologie. Donc oui, en ce sens-là, c'est un vrai pari industriel pour Tesla. Laurent Abadie. Oui, là on est dans un cycle d'électrification. Les technologies autour de l'hydrogène, ce qu'on appelle Hydrogen Society, c'est vraiment du très long terme. C'est peut-être à l'horizon de 20-30 ans, parce que en fait, cela demande une nouvelle infrastructure. Il faut arriver à fournir de l'hydrogène aux consommateurs. Et ça, c'est absolument impossible à court terme. Absolument impossible. Alors que l'électrification, aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement de fond. On arrive à produire aujourd'hui de manière très compétitive de l'énergie en utilisant des ressources naturelles, que ce soit le solaire, l'éolien ou l'hydro. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le maillon manquant, qui était le point de blocage, c'était les batteries. Bon, les batteries vont devenir de plus en plus compétitives grâce au volume, grâce aux nouvelles technologies. Le mouvement iconique, entre guillemets, de Tesla va entraîner tous les fabricants d'automobiles derrière. Ça va être vraiment une convergence majeure. Et l'électrification de la voiture, c'est pas uniquement l'électrification sur le plan des moteurs et de la batterie, mais ça touche en même temps tout ce qui est voiture autonome. C'est-à-dire qu'on va attacher à cela des technologies de connectivité et de sécurité. Et donc ça va amener une vraie révolution dans le milieu de l'automobile. Restez avec nous, messieurs. On parle donc de ces projets, ce projet qui est déjà sorti de terre et qui sera inauguré, la grande usine de batteries détenue à parité égale, Laurent, par donc Tesla et Panasonic au cœur du Nevada, pas très loin de Las Vegas. On en reparle dans un instant. Vos questions, vos commentaires aussi pour nos invités. C'est TechCo, comme tous les soirs, TECHCO, la mobilité, l'électrification. Et Panasonic, ça fait très longtemps que vous travaillez avec les constructeurs. Avant Tesla, il y avait déjà Toyota, avec qui j'imagine vous continuez à collaborer. A tout de suite, 21h19. On est ensemble jusqu'à 22h30 et encore un quart d'heure sur ce débat. A tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poilon. Avec nos invités, on parle de Tesla ce soir et de son usine de batterie, une toute nouvelle usine, l'une des plus grosses au monde, peut-être tous touche avec un centre de Boeing. Laurent Abadie, Panasonic est avec nous ce soir, le sociologue Ludovic Bu et Frédéric Bianchi de bfmbusiness.com. Laurent Abadie, donc si on revient sur cette usine, elle vous appartient quasiment à parité, c'est un gros investissement pour le japonais, un gros milliard d'euros, quasiment 1,5 milliard. Il y a eu d'ailleurs peut-être d'autres intérêts, et Panasonic, alors je sais pas si c'était des rumeurs, ça a été confirmé depuis, mais il semblait dire non, on est tellement au cœur du projet qu'on peut remettre au pot s'il faut pour garder cette parité avec Tesla et rester pleinement propriétaire moite-moite, quoi. L'enjeu maintenant, ça va être les volumes. Initialement, on avait prévu de monter par 8 étapes en fonction des volumes, donc rajouter une chaîne à chaque fois. Les commandes du modèle 3 changent un peu les cartes. C'est nettement supérieur à ce qui était prévu, donc il va falloir probablement accélérer la montée en puissance de cette production qui doit démarrer, comme vous l'avez dit, à la fin de l'été. 450 000, vous disiez, Ludovic, pour le modèle 3, c'est ça? 400 000 sont annoncés aujourd'hui. Oui. Donc à 37 000, c'est des milliards et des milliards, Frédéric. Là. Oui. En valeur. C'est un record dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, les précommandes du modèle 3 sont supérieures au chiffre d'affaires de Tesla réalisé depuis sa création. Donc ce serait un succès colossal. Maintenant, Tesla, qui était une start-up de la mobilité, une start-up de l'automobile, va devoir, et c'est ce qu'elle est en train d'essayer de faire, se transformer en véritable industriel. Aujourd'hui, Tesla avait un seul modèle, ou deux avec le SUV sorti récemment. Maintenant, il va commencer à avoir une gamme, 3 modèles.
et il va avoir toutes les contraintes et les problématiques des constructeurs, notamment au niveau de la production, au niveau de tout ce qui est service après-vente. Parce qu'aujourd'hui, les quelques clients de Tesla sont très satisfaits de leur voiture. C'est quasiment un service haute couture. Il y a un problème, ils arrivent là. Quand ils vont commencer à avoir des centaines de milliers de véhicules en circulation... Il y a un type qui a planté sa Tesla X aujourd'hui, le gros SUV qui est depuis quelques mois, et il prétend que c'est la voiture qui a foncé toute seule c'est un problème de l'autopilot. La voiture autonome. Bon. Et donc ces problèmes-là vont se multiplier avec les centaines de milliers de véhicules qui vont circuler sur les routes. Et donc là, Tesla va devoir réellement changer de dimension. Alors ce qu'ils sont en train de le faire sur le plan industriel, ils vont devoir le faire sur le plan du service après-vente, de toutes sortes de services en fait derrière. Vous avez conscience, Laurent Badi, que vous êtes effectivement la partenaire d'une start-up, comme le rappelle très bien Frédéric, c'est-à-dire hyper croissance, c'est-à-dire je brûle du cash, je n'ai jamais gagné $1 de bénéfice depuis mon existence. Bon, les vents sont favorables. Comme vous venez de le dire, il y a une expertise industrielle qui est un vrai enjeu en termes de volume et en termes d'échelle. Ceci dit, pour l'instant, les éléments sont plutôt favorables. S'il y avait un problème, on a un plan B en réserve et on pourrait utiliser cette usine sur d'autres usages. Et vous disiez donc, les autres constructeurs vont forcément s'engouffrer dans la brèche là. Une fois que ça va être parti, que ça va tourner à plein régime, ce sera systémique. Oui, c'est clair. En fait, aujourd'hui, l'hybride et l'électrique sont les seules réponses possibles aux objectifs environnementaux qui ont été fixés à la COP21 ou par l'Europe à l'horizon de 20 ou 30 ans, 2020 ou 2030. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc on est dans vraiment un changement d'ère technologique et ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore 2 ou 3 ans. Sur votre raisonnement, Ludovic, là tout à l'heure, est-ce que c'était pas, pardon, l'expression m'a un peu bobo parisien, de se dire tiens, on va partager maintenant, ce sera du covoiturage ou du VTC, mais on n'aura plus forcément de voitures. Est-ce que c'est le cas au niveau global? Est-ce que c'est le cas en Inde, en Chine? Je crois qu'on n'a jamais autant produit et vendu de voitures au niveau global. On est d'accord? Oui, vous avez complètement raison. C'est pas un raisonnement de bobo parisien, c'est un raisonnement occidental. Aujourd'hui, les constructeurs auto vendent essentiellement en Russie, en Inde, en Chine et au Brésil. Donc effectivement, là, on est très très loin de la question du partage et des nouveaux usages, enfin ce qu'on appelle des nouveaux usages, parce que par ailleurs, le covoiturage, mettre 2 personnes dans une voiture, ça existe depuis 150 ans. L'accélération du covoiturage... Et Blablacar se développe aussi dans les émergents. Hein. Blablacar se développe. Et alors justement, vous me tendez une perche, la question de la pollution, comme le dit Laurent Abadi, c'est une question qui aujourd'hui frappe de plein fouet, y compris la Chine, l'Inde, la Russie et le Brésil ont l'air un peu moins enclins à regarder cette question-là. Et donc, notamment en Chine, on voit aujourd'hui déjà des interdictions, des limitations, des péages. Et donc la question fait que, certes, le marché chinois ou le marché indien ne sont pas encore passés à ces questions de nouveaux usages, mais à la vitesse à laquelle ils s'adaptent, ils vont y passer peut-être d'ici 10 ans, peut-être d'ici 15 ans. Mais ils vont y passer. Et donc la question, quand on fait un investissement de cet ordre-là, c'est pour 20, 30 ou 40 ans. Donc on sera quand même dans le calendrier en question. Et la question des usages, on parlait tout à l'heure de l'autonomie des véhicules, va aussi se poser. Si c'est pour faire effectivement de la grande distance ou si c'est pour s'assurer de pouvoir rentrer chez soi quand on habite au milieu de nulle part, oui, il faudra un peu d'autonomie. Si c'est pour faire aller chercher le train ou aller au travail à 15 km, si c'est pour faire 15 km, on aura besoin de beaucoup moins d'autonomie. Et donc je pense qu'il y aura une différenciation des modèles en fonction des usages. Certains destinés à tous ces nouveaux services et nouveaux usages, d'autres destinés à des usages traditionnels. Et on revient sur la question industrielle. Comment faire lorsqu'on a 3 modèles et qu'on n'a pas toute l'infrastructure de développement, de commercialisation et services après-vente? Comment faire pour à la fois répondre à l'un et à l'autre de ces marchés? C'est une question à laquelle Elon Musk devra répondre. Frédéric, oui, on parle beaucoup des batteries qui vont être produites. Est-ce qu'on a des estimations sur la durée de vie? Est-ce qu'on sait si les batteries qu'on achète aujourd'hui seront encore utilisables dans 4, 5 ans, 10 ans, comme aujourd'hui on peut rouler pendant 10 ans avec une voiture? En fait, tout dépend de l'usage, mais on peut être clair sur à peu près 10 ans. D'accord. Une durée de vie de 10 ans. Et derrière, un recyclage ou une deuxième vie. On peut réutiliser une bonne partie des matériaux sur une deuxième vie.
Mais pas tous les matériaux. Je crois qu'il y a du cobalt qui est difficilement recyclable, je crois, dans les batteries. Il y a un enjeu environnemental aussi. Oui, tout à fait. Mais en fait, nos ingénieurs, dès le départ, lorsqu'ils conçoivent la batterie, ont dans le cahier des charges le recyclage pratiquement sur la totalité de la batterie. Donc une durée de vie à peu près de 10 ans. C'est-à-dire qu'à 8 ans, mon véhicule, il vaut plus grand-chose, quoi. Même s'il peut très bien rouler, le moteur, il sera nickel. Hein, ça... Oui, enfin tout dépend d'usage. 10 ans, c'est déjà pas mal sur un usage. C'est-à-dire que la possession d'un véhicule, alors toujours pareil, un monde occidental, c'est entre 3 et 5 ans. Donc si vous gardez un véhicule 10 ans, c'est déjà pas mal. Mais 3 et 5 ans, mais on le revend. Bien sûr, oui, bout de course. Mais les véhicules, est-ce qu'ils vont vraiment à la casse au bout de 10 ans en France et ailleurs Non, il y a une difficulté. Là, pour le coup, par rapport aux véhicules électriques, c'est qu'une grande partie des véhicules de 3e ou 4e main partent dans des pays comme en Afrique, enfin, sur des continents comme en Afrique, et là, il n'y a pas de réseau de distribution. Donc il y a une question qui se posera dans 10 ou 15 ans, c'est qu'est-ce qu'on fait des véhicules de 3e ou 4e main? On les remet en diesel. Voilà, c'est encore une question à laquelle il faudra répondre. C'est est-ce qu'on l'amortit sur 10 ans et puis après on en fait autre chose? Est-ce qu'on change la batterie au bout de 10 ans ou on trouve autre chose à faire avec? Je ne sais pas. Il y a Vincent sur Twitter qui reprenait votre expression du premier quart d'heure. Laurent, nous vivons une électrification de la société. Bon, là vous plaidez pour votre paroisse. Enfin, je veux dire, ça fait 15-20 ans que vous nourrissez, vous fournissez tous les grands constructeurs, hein, les Japonais, les Américains, les Européens. Donc vous n'allez pas me dire le contraire, vous n'allez pas me dire que c'est l'avenir du diesel ou de l'essence. Oui, tout à fait, mais dans mon expression, je pensais à la société au sens large. D'accord. Pas uniquement le secteur transport ou automobile, mais vraiment tous les domaines, hein, depuis le particulier à la maison jusqu'à les utilities. Hein, on a des discussions très très approfondies avec tous les grands de l'énergie aujourd'hui sur le développement de très très grosses batteries pour gérer les énergies renouvelables, pour stabiliser le grid, l'utilisation sur des îles. Enfin, en fait, ce qui se passe là aujourd'hui, et notamment dans le cas de l'usine Tesla, c'est tout le monde perçoit que c'est vraiment un changement d'échelle et qui va révolutionner tous les secteurs. Et le 100% électrique, je vais dire une bêtise, mais qui se recharge tout seul grâce au solaire, grâce à je sais pas quoi. Est-ce que c'est un jour possible? Parce que vous me voyez venir, en France, on est en train de il y a aussi des batteries domestiques. Oui, tout à fait. En France, on a 3 quarts d'électricité qui est d'origine nucléaire, donc on va vous dire, c'est pas très propre votre truc. On teste, et ça va être un très très gros sujet dans les années qui viennent, c'est l'autoconsommation à la maison, c'est-à-dire vous produisez dans la journée avec vos panneaux solaires l'énergie, vous n'êtes pas à la maison, vous stockez cette énergie dans des batteries que vous réutilisez le soir. On a développé une ville une smart city au Japon il y a 3 ans, un peu en test. Il y a à peu près 2500 personnes qui vivent là et on s'aperçoit aujourd'hui avec l'utilisation des panneaux solaires et des batteries qu'une famille de 2 personnes arrive à gérer son autoconsommation à raison de 60-70% de ses usages d'énergie. Il y a des pics. Voiture compris, donc. Voiture compris, mais bon, ils sont en autopartage. Évidemment, il y a des pics l'hiver pour le chauffage ou l'été lorsqu'il faut utiliser le moyen conditionné, mais c'est quand même déjà Ludovic, vous vouliez ajouter? Là, je rejoins Laurent Abadie. La question aujourd'hui, c'est sur les matières fossiles, dont le pétrole principalement. On voit bien que notre société est très dépendante. Et d'ailleurs, dès qu'il y a une raffinerie qui ferme, c'est la panique générale, même s'il y a encore des stocks, des centaines de jours de stock. On ne peut pas faire autrement, et là encore, c'est 2 choix, 2 routes qui sont testées en même temps, vous venez d'en citer un exemple, soit de changer d'énergie, soit d'en consommer moins. Et ça peut être les deux d'ailleurs en même temps. Et donc je rejoins Laurent Abadie sur le fait qu'on ne peut pas continuer sur la route actuelle, donc il faut tester autre chose. Et l'électricité, effectivement, c'est l'énergie qu'on maîtrise le mieux aujourd'hui. Après, dans 10 ou 15 ans, je ne suis pas ingénieur, donc ça, je laisse aux spécialistes le soin de tester les choses. Ludovic Bull, sociologue, était avec nous ce soir. Merci Ludovic, à bientôt. Laurent Abadie pour Panasonic, dont vous êtes le directeur Europe. Salut Fred. Fred Bianchi qu'on lit toujours avec plaisir sur bfmbusiness.com. Courte pause, on revient juste après ça. Il est 21h32.